Parfois, pour vraiment comprendre le monde qui nous entoure, il faut enfiler une blouse de labo et un chapeau de détective. Parce que oui, il y a des mystères qui se cachent partout, à l'échelle moléculaire, complètement invisibles. Et aujourd'hui, on va en résoudre quelques-uns ensemble. C'est la question, pas vrai? Que ce soit dans notre nourriture, nos médicaments ou même l'air qu'on respire, comment les scientifiques font pour savoir avec certitude ce qu'il y a dedans et en quelle quantité? Allez, on plonge là-dedans. Pour répondre à cette question, les scientifiques se transforment en véritables détectives. Leurs suspects, ce sont des molécules. Et leurs indices, des données chimiques. Pour cette analyse, on va suivre 2 enquêtes, pas à pas pour voir comment ils arrivent à démasquer la vérité. Notre première affaire nous emmène devant une toute petite ampoule en verre. Elle a l'air de rien comme ça, mais elle contient un secret qu'on doit absolument percer. Et voici notre suspect principal, le benzoate de sodium. La mission, c'est de déterminer avec une précision d'horloger la quantité de cette molécule qui se cache dans une ampoule de 1 seul millilitre. Le défi est lancé. Alors, pour isoler notre suspect, nos détectives vont utiliser une technique qui peut paraître classique, mais qui est redoutablement efficace, l'extraction liquide-liquide. C'est un peu comme essayer de pêcher une seule espèce de poisson dans un océan qui en est rempli. Le mode opératoire est très précis. D'abord, on prépare le terrain, en quelque sorte, en acidifiant le milieu. Ensuite, on fait entrer un complice, l'éther, qui a la particularité de ne pas se mélanger à la solution de départ. Après avoir bien secoué tout ça, notre suspect change de camp, il passe dans l'éther. Et enfin, on fait disparaître l'éther par évaporation, il ne reste plus que notre substance, enfin seule. L'étape de la séparation, c'est vraiment le moment clé. Et ça se fait avec un outil d'une simplicité géniale, l'ampoule à décanter. Elle permet de voir parfaitement les 2 liquides qui refusent de se mélanger. On a la phase aqueuse en bas et la phase organique, notre éther, juste au-dessus. Il suffit alors d'ouvrir le petit robinet pour laisser couler la première phase, et hop, le tour est joué. Les 2 mondes sont séparés. Et voilà, après toutes ces étapes et quelques petits calculs, le verdict tombe. L'enquête est bouclée. Chaque ampoule contenait exactement 347,20 mg de benzoate de sodium. Mystère résolu. Bon, c'est super d'avoir le résultat, mais la question la plus intéressante, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que la molécule a soudainement décidé de sauter d'un liquide à l'autre? C'est quoi le secret qui se cache derrière cette astuce de détective? C'est le moment de la grande révélation. Le secret de cette technique, et de plein d'autres en chimie d'ailleurs, repose sur une règle toute simple, mais universelle. C'est la clé qui ouvre toutes les portes pour nos enquêteurs. Et cette règle, elle est parfaitement résumée par cette expression « qui se ressemble le plus, s'assemble le plus ». C'est une jolie façon de décrire un principe chimique absolument fondamental. En termes un peu plus directs, ça veut tout simplement dire que les semblables se dissolvent entre eux. C'est une histoire d'affinité. Les molécules préfèrent être avec celles qui leur ressemblent. Alors, cette fameuse ressemblance chimique, ça porte un nom, c'est la polarité. Il faut imaginer les molécules polaires, comme l'eau, comme des petits aimants qui s'attirent les uns les autres. Les molécules non polaires, comme l'huile par exemple, sont plus neutres et préfèrent rester entre elles. C'est pour ça que l'huile et l'eau ne se mélangent jamais. Elles ne se ressemblent tout simplement pas. Et c'est là que tout s'éclaire. L'ajout d'acide dans notre première affaire, c'était ça, le coup de génie. Il a modifié la molécule de benzoate, la rendant non polaire. Du coup, devenue semblable à l'éther, qui est non polaire, elle a fui la phase aqueuse polaire pour rejoindre son nouveau camp. C'était un peu comme lui donner un déguisement pour passer la frontière. Allez, on passe à notre deuxième affaire, un peu plus complexe cette fois. Notre nouveau suspect s'appelle l'eucalyptol. C'est une molécule qu'on trouve dans les huiles essentielles. La technique d'enquête change, mais comme on va le voir, le principe de base, lui, reste exactement le même. La technique s'appelle la chromatographie en phase gazeuse. Pour faire simple, il faut imaginer une course. La piste, c'est un très long tube recouvert d'une substance. Le vent, c'est un gaz qui souffle tout le temps à travers. Et les coureurs, eh bien, ce sont nos molécules. Selon leur affinité avec la piste, certains coureurs vont être ralentis, alors que d'autres vont sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est comme ça qu'ils se séparent. Et voilà que notre règle d'or refait surface. L'eucalyptol, c'est une molécule polaire. Nos détectives choisissent donc très intelligemment une piste de course, la fameuse phase stationnaire, qui, elle, est aussi polaire. Qui se ressemble s'assemble, l'eucalyptol va interagir beaucoup avec la piste, ce qui va permettre de le séparer très efficacement des autres molécules non polaires qui, elles, vont passer beaucoup plus vite sans s'accrocher.
Bien sûr, avant la course officielle, il faut faire des essais pour trouver les conditions parfaites. On teste différentes vitesses de vent, c'est-à-dire différents débits de gaz. Logiquement, plus le vent souffle fort, plus les coureurs vont vite. Mais le but, c'est de trouver le débit idéal, qui donnera la séparation la plus nette à l'arrivée. Il faut trouver le juste milieu pour que chaque coureur arrive bien distinctement. Après l'analyse de ces essais, le choix est clair. C'est un débit de 20 ml par minute qui offre la meilleure efficacité. C'est à cette vitesse que les coureurs se séparent le mieux et qu'on obtient un signal clair et facile à lire sur la ligne d'arrivée. Les conditions sont maintenant parfaites pour l'analyse finale. L'échantillon d'huile essentielle est donc injecté dans ces conditions optimales. Après la course, l'analyse des résultats est sans appel. La concentration d'eucalyptol dans l'échantillon est de 16,5 mg par millilitre. Et voilà, notre deuxième affaire est résolue. On a résolu 2 cas, c'est super. Mais au-delà du laboratoire, pourquoi est-ce que ce travail de détective chimique est si important? À quoi ça sert concrètement dans la vie de tous les jours? Eh bien, le truc, c'est que ces techniques sont absolument partout. Elles garantissent que notre nourriture ne contient pas de pesticides dangereux, que nos médicaments ont la bonne composition et sont sûrs. Elles permettent de mesurer la pollution, d'analyser des indices sur une scène de crime ou encore de vérifier que le produit qu'on achète contient bien ce qui est écrit sur l'étiquette. Alors, la prochaine fois qu'on regardera un verre d'eau, un médicament ou même un flacon de parfum, on pourra se poser la question quelles histoires moléculaires se cachent là-dedans. Le monde est rempli de mystères chimiques qui ne demandent qu'à être résolus.